mesdames. Ça va? Non, pas vraiment. Non. On attend que ça marche. C'est pas un bouton. Il y a un bouton. Mais je crois que c'est bon. Bon, mesdames et messieurs, mes chers amis, je dois donc vous accueillir ici au nom des organisateurs, du comité des fêtes de Villepoix-la-Valette et des amis du château de Villepoix. Et c'est bien sûr un grand plaisir. J'espère que nous passerons ensemble une agréable soirée. Et je vais vous présenter rapidement, soyez sans crainte, le spectacle. Ensuite, je vous donnerai quelques consignes de sécurité, consignes véritablement draconiennes et imposées, bien entendu, par notre bon roi François Ier. Voilà. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que ce spectacle est un spectacle historique, mais d'une relative, bien sûr, vérité historique. Je le dis en particulier pour les plus jeunes d'entre vous, il est basé sur la Renaissance, il est basé également, bien entendu, sur des notions historiques exactes, mais ce que nous racontons là ne s'est pas véritablement passé à Villepoix-la-Valette, pour la simple et bonne raison que nous l'avons imaginé, les archives ont brûlé, nous ne savons pas ce qui s'est passé exactement à cette période à Villepoix-la-Valette. Vous comprendrez bien que l'occasion était belle, donc, de s'amuser, d'imaginer. Et si la trame historique est de la Renaissance, les musiques et les poésies que vous entendrez sont toutes des poésies et des musiques du XIXe siècle. Il y a donc un mélange entre le XIXe et le début du XVIe. Je voulais ensuite vous dire que c'est une histoire d'amour, mais ce qui est important dans le spectacle, c'est en fait en coulisses le déploiement d'amitié qu'il a fallu pour que nous réalisions ce soir ce spectacle. Amitié de l'ensemble de la troupe, amitié que nous font la chorale des anciens, qui était présente l'année dernière et qui l'est encore cette année. Amitié que nous font les mamans, qui nous ont amené à nouveau leurs petits pour qu'ils participent à ce spectacle. Et amitié bien sûr de l'ensemble de ce canton qui s'est efforcé de faire du mieux pour offrir à chacun le spectacle que vous allez voir. Pour parler également de l'amitié, je voudrais vous dire que comment mieux reconnaître l'amitié si ce n'est dans la fidélité. Je pense bien sûr à un ami, à nous tous, en particulier aux amis du château qui nous a quittés, au souvenir de M. Totou. Et j'ai une petite pensée pour lui. Je pense que nombreux sont ceux parmi vous qui la partagerez avec nous. Bien. Alors si cette histoire est d'imagination et de pure fantaisie, la chose évidemment la plus authentique ici, c'est l'enceinte du château qui nous reçoit. À ce propos également, nous faisons du théâtre. Et si je suis votre hôtesse d'un soir, n'oublions pas quand même qu'il y a ici la véritable hôtesse, la dame qui nous reçoit, qui est Madame de Fleury avec sa famille, ses enfants. Notre ami Bernard Lavalette étant lui-même sur les planches ce soir, n'a pu être parmi nous, mais en raison de la gentillesse de leur accueil, chaleureux, et peut-être des quelques désagréments qu'une troupe aussi remuante a pu leur apporter dans leur villégiature, je vous demanderai également de les applaudir bien fort pour les remercier. Voilà. Bien, alors je passe maintenant aux consignes de sécurité. Vous avez vu qu'il y a des barrières installées autour de vous. Elles sont là bien entendu en raison des chevaux. Alors à propos des chevaux, n'applaudissez pas s'il vous plaît au passage des chevaux. De même, en ce qui concerne les chevaux, il vaut mieux penser qu'il y a des enfants ici, que le spectacle risque parfois pour eux d'être un peu difficile, peut-être, mais qu'ils restent assis, que les parents se préoccupent de garder leurs enfants assis, en raison non seulement des chevaux, mais également des déplacements qu'amène tout spectacle de ce genre. Donc gardez les petits-enfants assis et n'applaudissez pas lors du passage des chevaux. Enfin, dernier point, toujours en raison de cette sécurité, vos chaises sont scellées, essayez d'éviter de les desceller. Lorsque, évidemment, vous voudrez peut-être parfois mieux voir, ça pourrait être, évidemment, disons, plus ou moins dangereux. Dernier point, mais j'espère que pour une fois, le ciel sera avec nous. Si un orage éclatait d'aventure et que toutes les lumières s'éteignent, soyez sans crainte, il y a un groupe électrogène qui prendra le relais.
Dans ce cas, pas de panique, vous restez assis où vous êtes, la lumière reviendra très vite. Mais enfin, même si... moi je l'espère. Mais enfin, j'espère aussi qu'il va faire beau et que vous nous avez pardonné de n'avoir pu vous recevoir hier, même si les mariages pluvieux sont paraît-il des mariages heureux, nous préférons que nos noces florentines se passent quand même sans pluie. Merci. Un air pour qui je donnerai tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Or, chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans mon âme rajeunit. C'est sous Louis XI, et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Puis, un château de briques, à coins de pierre, aux vitres teints de rougeâtres couleurs, sein de grands parcs avec une rivière, baignant ses pieds qui coulent entre les fleurs. Puis une dame, à sa haute fenêtre, belle aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vue,
je me souviens. Compagnon! Il y a longtemps qu'on s'était vu, compagnon! Ça va? Ah, compagnon, je vous emmène du bas de Torsac. Et lui, bon, il est comme moi. Il a le caractère. Voilà. Compagnon. Au revoir! Alors, compagnon, encore un petit coup de shopping. Quoi? Morbleu, que votre vin est donc gouléant. Merci de m'en faire présent. Mais vous m'excuserez de ne rien dire à Dame Louise. Le tonnelet est pour vous, compère. Les femmes n'entendent rien au vin. Et moi, c'est aux femmes que je n'entends rien. J'en suis pourtant bien entouré. 3 pour moi tout seul. Et de quel caractère? Je le savais, mon ami. Comment vous le dire? Ma foi, je vous en prendrai bien une. Si vous m'acceptiez pour Jean. Si je vous accepte, topez-la, chevalier. Nous pourrions boire et chasser ensemble sans que ma femme y trouve à redire. Prenez-la donc quand vous voudrez. Votre fille? J'y peux compter? Ma fille, et au plus tôt. Votre fille, Annette? Comment? Combien de fois faudra-t-il le cornet à vos oreilles, compagnon? C'est l'aîné qui doit convoler, non pas la cadette. Mais c'est la cadette que je vous demande. La belle, la douce demoiselle Anne. Pour ça, oui, c'est tout mon portrait. À son âge, s'entend, et un homme aussi. Mais il me faut marier Catherine avant ma petite tourterelle. Je m'y suis engagé auprès de ma femme et je ne peux pas revenir sur ma parole. Mais si vous tenez tant à être mon beau-fils, prenez donc l'aînée. Quoique brune, elle est belle aussi. N'est-il pas vrai? Ouais. Et c'est à elle que reviendra le fief, et à ses enfants, car je n'ai pas de fils. Le château de la Valette, ces terres, ce n'est pas rien, et en les unissant aux terres de Torsac, eh bien, vous deviendrez un chevalier d'importance. Oui, évidemment. De plus, elle est filleule de l'archevêque d'Amboise, mon beau-frère. Il est fort riche et très en cour. Nul doute qu'il ne la dote d'un riche trousseau quand elle se mariera. Enfin, vous y réfléchirez. On peut bien à contre supporter quelques désagréments. Ah. Eh bien, soit, j'y penserai. Mais je vous vois soudainement bien navré. Buvez donc un peu. Au fond de la cruche, compagnon, il est écrit bois. Ah, voici les chevaliers. Encore attablés à boire, à ce que je peux constater. C'est là, mamie, un vin fort détrempé. Vous plairait-il d'en goûter un doigt? Je n'ai garde. Pour vous dire vrai, j'entretenais le chevalier de la dot de notre fille Catherine. Dans ce cas,
vous accepterez bien de partager notre repas. Avec grand plaisir, madame. Bonjour, monsieur de la place. Je suis bien aise de vous voir séant. Bonjour de même, le plaisir de vous voir est pour moi bien plus grand. Catastrophe, que Dieu nous protège! Ah, les rues sont les belles brutes, mais comment peut-on être sot à ce point? Combien de fois faudra-t-il te dire de ne pas toucher à madame? Tu as perdu les signes, mon putarque. Mes parchemins sont si bien froissés qu'on ne peut plus rien y lire. Je t'interdis ma chambre, entends-tu? Je suis au moins sourde. C'est aussi la mienne, ma sœur, et je n'en pouvais plus supporter la poussière. C'est moi, plutôt qu'elle, qu'il te faut blâmer. Je supporte bien ma sœur. Ses pots de crème, ses onguents propres à blanchir la peau, à jaunir les cheveux, à rougir les joues, à charbonner les yeux. Et tant d'herbes et de flacons que l'on croirait la chambre de quelque apothicaire. Allons, mes enfants, allons, quittez ce temps. Catherine, calmez-vous, ma douce. Par ma foi, elle est peut-être belle et riche. Avec ce caractère, cette fille, elle est bombarde à la place des yeux. Passons à table. Béni sois-tu, mon Dieu, pour le pain de chaque jour. Puisses-tu longuement conserver cette demeure en paix. Compagnon, pour la bonne soupe. Eh bien, chevalier, connaissez-vous quelque histoire nouvelle dont vous pourriez nous régaler? Oh, vous savez, je ne sors guère de mon logis que pour venir vous voir, madame. Aussi, ne puis-je rien à vous apprendre de nouveau. À Torsac, il se passe peu de choses, et les gens sont bien petits. Ici de même, petit jusqu'à sembler minuscule, et combien étouffant. Catherine, voyons. Le chevalier Toutillet, qui me vint hier rendre visite, me parlait d'un jeu de balle fait avec des raquettes, nouvellement introduit à la cour où il fait fureur. Il nous apportera, m'a-t-il promis. Nous pourrons y jouer, ma sœur. Certainement, Annette, mais je souhaiterais un plus grand mouvement que celui de votre balle entre ces raquettes. Comme j'aimerais voyager. Nous pourrions aller à la fin nouvelle d'Angoulême, mon père. Plutôt que de vous voir gaspiller votre bien dans des foires, je souhaiterais volontiers que vous pensiez davantage au mariage. C'est là un moyen fort commode que trouvent les filles de votre âge pour voir du pays. Voulez-vous dire, mon père, que vous avez si grande hâte de me voir vous quitter? Mais non! Que ma présence vous chagrine si fort que vous souhaitiez lui voir prendre le large, Mais au non. bras de n'importe quelle chose? Oh, compagnon! Mais non, mais non! Il est bien naturel qu'un père veuille établir sa fille. Mais Catherine, depuis chez moi, toute vos conversations roulent sur le mariage. Je ne peux pas me marier, c'est la fait 100 fois que je vous le dis. Je veux penser, réfléchir à loisir, achever de traduire Platon si je le puis. Dans cette triste époque, une fille ne saurait aller exister pour elle-même, sans s'encombrer d'un homme, pour n'être rien de plus qu'un jupon ou un ventre, pour entendre des récits de chasse à la cornée au cœur des jours. Eh bien non, je resterai fille. Et si ma présence fait si fort, soyez satisfaits. Compagnon, quel caractère! Même les chevaux ont eu peur. Messire, un prix pour vous. C'est de l'eau. Lisez-le, Chaplain. Ma vue a baissé, c'est. De Monseigneur Robert, archevêque d'Amboise, au sire de Mareuil-la-Valette. Combien, chers frères, je m'en viens par devers vous pour affaire d'importance. Je suis en bonne compagnie et j'ai grande hâte de vous revoir, tout particulièrement ma gentille sœur Louise et ma filleule Catherine, ainsi que ma nièce Anne, dont la réputation de beauté sans égale est parvenue jusqu'à nous. À se revoir, Robert, archevêque, fait passant à Cougnac ce 28 juillet de l'an de grâce 1537. Monseigneur d'Amboise? Mon beau frère,
Mon frère. Mon oncle. Mon Dieu. Que voilà une surprenante et merveilleuse visite. Monseigneur d'Amboise est un seigneur considérable, un prince de l'Église. Je vous envie, mes bons voisins, mais vous pouvez avoir à préparer cette venue, et je vais vous laisser. Permettez-moi, chers parents, d'aller annoncer l'incroyable nouvelle à ma sœur. Allez, ma fille, allez. Dame, puis-je prendre congé? J'ai un peu d'ordre à mettre dans notre chapelle. Attendez, chevalier, je vais vous accompagner. Il est à Cognac. Il sera là dans 2 jours. Demain, peut-être. Mon cher frère Robert, nous aimions tant à jouer ensemble avant qu'il ne prenne la robe. Comme c'est loin tout cela. Cela fait bien 10 ans que nous nous sommes vus. Que peut-il bien venir faire séance? En bonne compagnie. Il me prévient d'avoir à recevoir grand monde. Et qui s'en vient de la cour du roi François. Mon Dieu! Quelle honte! Comment recevoir dignement ces gens si hauts élevés quand je suis démunie de tout? Comment faire? Je ne supporterai pas qu'il ait vergogne de sa famille devant des étrangers, ni de lire la honte dans ses yeux. Mamie, votre frère dont vous parlez tant, vous devez être fort contente de le revoir. Nul doute qu'il ne vienne pour notre fille Anne, dont on parle jusqu'à Fontainebleau. On n'en parlera plus quand on verra comment elle est mise. Nous sommes bien. Nous n'avons rien à montrer qu'un état pitoyable de pauvre noblesse. Rien à offrir, sinon de délicat, du moins de présentable. Ni ragoûts délicieux, ni liqueurs énivrantes. Nous avons ce petit baricou de vin de Bordeaux apporté par le chevalier de la place. Vous manquez de vous? C'est petit que vous ayez oublié à ce point l'ordonnance d'un véritable repas? Regardez cette salle où s'étale la plus fruste rusticité, ces fenêtres de meurtrières, ces meubles grossiers. Souvenez-vous, lorsque vous m'avez rencontré à Angoulême, chez notre bonne duchesse Louise, vous reveniez de la guerre avec le roi François qui passait là pour saluer sa mère. Rappelez à votre mémoire les tapisseries de haute lice, les brocarts, les chatoyantes étoffes des habits. Et regardez autour de vous, regardez-nous. Nous allons bien trouver quelque argent. Vous tournez tout au tragique. Nous nous débrouillerons. Ah, c'est ainsi. Quant à moi, j'ai assez à faire. Et si vous ne trouvez pas de solution ni d'argent d'ici à demain soir, pour que nous fassions au moins figure honorable, je vous le dis, Jean, je ne vous le pardonnerai jamais. Qui dit tel père, tel fils, a vraiment tort. C'est plutôt telle mère, telle fille qu'il conviendrait de dire. La lune blanche luit dans les bois, de chaque branche part une voix, sous la ramée. L'étang reflète, profond miroir, la silhouette du sol noir,
Bonjour, messire. Quelle élégance! Je peux donc penser qu'à cette heure matinale, vous venez comme moi, inviter monsieur de la Valette à chasser? À moins que je sois mal avisé et que le bel oiseau de votre chasse soit blond et doré. De la place, je vous en prie. Et peut-on savoir ce qui vous conduit réellement ici vous-même? Le même oiseau, peut-être? Hélas, je ne peux viser si haut. Et vous non plus à présent. L'oiseau vers un autre va s'envoler. Comment? Que voulez-vous dire? C'est ça un peu vos métaphores. Je souffre assez le tourment sans que vous y ajoutiez. Qu'est-il arrivé? Oh, il n'est rien arrivé. Ni personne encore. Mais ça ne saurait tarder. Mais qui doit arriver? L'archevêque. Et l'oncle, il a annoncé sa venue prochaine. Et la lettre que j'ai entendue fait grand cas de la beauté blonde que nous connaissons. Et très certainement, il la destine à quelques courtisans. Ah, une joliesse et parfois une pièce à jouer dans le jeu du pouvoir. Nous n'y pouvons rien. Bah, à moins. À moins? À moins de précipiter un engagement. Vous êtes aussi riche que je suis pauvre. Et l'argent a bien des pouvoirs sur moi. Par exemple, quel pouvoir n'a-t-il pas? J'envisage d'épouser l'aîné. Par pur intérêt. Mais il reste encore... De la place, je vous en prie, épousez, épousez. Le père est intraitable. Il ne laissera pas cette peste. Oh, je prie, damoiselle. Tant qu'elle ne sera dame. J'en dépéris jour après jour. Pauvre chevalier, disons qu'il manque des arguments sonnants, trébuchants. De nos jours, la terre apporte peu de choses. Et pour supporter la dame, il me faudrait une bonne carapace d'or. De la place, je vous offre 1000 ducats, si vous épousez. 1000 ducats? Allez jusqu'à 2000. Mon bonheur et les vôtres n'ont pas de prix. J'accepte, mais vous me laissez ce jour libre cours, tant que je peux encore prétendre l'emporter. Allez, marché conclu. Mais que personne ne connaisse le prix de mon dévouement. Mademoiselle, j'ai à vous entretenir d'urgence. Eh bien, je vous écoute, messire, puisque c'est une urgence. Mademoiselle, je vous aime follement. Mon Dieu, c'est en effet bien urgent. Je croyais que ma sœur régnait sur votre cœur. Mademoiselle, je vous en prie, épousez-moi. Je serai le plus heureux des hommes. Voyons, chevalier, vous savez que je hais l'état de mariage. Mais cet état peut vous apporter beaucoup de plaisir, ma belle. J'ai dit non, chevalier, cela devrait suffire. Voyons, voyons, vous êtes bien sauvage, douce Catherine. Cessez, messire, cessez. Je connais les femmes. Arrêtez, arrêtez signifie continuez, continuez. Oh, la peste, la mégère. Eh bien, qu'ils s'en débrouillent. Le père est notre niveau. Je peux encombrer ma vie avec ce fléau violent si elle veut le rester fille, mais que ça lui soit aisé. Ah mon Dieu, qu'elle est belle. Dès que je la vois, je n'ai plus sur moi d'emprise. Mes mains tremblent et je ne peux plus lui parler. Je pense à vous quand je m'éveille, et de loin je vous suis les yeux. Je vous revois quand je sommeille, dans un songe mystérieux. Dès que je vous vois, je n'ai plus sur moi d'emprise.
Vos yeux ont plus de clarté que l'astre du jour, et vos cheveux ensemble les doux rayons. Damoiselle, je veux vous épouser. J'y consens, chevalier, mais demandez à mon père. On m'a dit qu'une lettre de votre oncle l'archevêque faisait courir à nos amours de grands dangers. Damoiselle, soyez-moi fidèle. Mon cœur est entre vos mains. Ne le brisez pas. J'en prendrai grand soin, mon ami. Vous savez que mon cœur lui aussi est à vous, mais je ne suis point maîtresse de ma main. Je la lui demanderai ce matin même. Toujours, toujours, mon cœur sera à vous. Mais j'entends mes parents. Venez plutôt dans le jardin pour m'en entretenir, gentil chevalier. Messire, voici vos paysans qui viennent vous voir. Allez vous autres, finissez d'entrer. Nous souhaitons le bonjour et toutes les grâces à vos seigneuries. Vous nous avez fait mander, Seigneur? Approchez, approchez, braves gens de la Valette. Je dois ce jour lever la dîme. Mais elle a été levée à la Saint-Jean, cela fait un mois à peine. Comment voulez-vous, Seigneur, que nous puissions payer? C'est impossible. La moisson ne m'est pas engrangée. Nous devions donner la deuxième part d'impôt à Saint-Michel. C'est la coutume. Je ne saurais rien donner. Plutôt nous tuer tout de suite que de nous laisser en cet état. Mais je vous remets la dîme de l'automne. C'est maintenant qu'il me faut cet argent. Vous n'aurez rien à me louer ensuite. Mais maintenant, nous n'en avons plus un liard. Le blé n'est pas encore coupé. Comment aurions-nous pu le vendre? Et vous avez eu en juin la dîme de la laine de nos moutons. De vrai, sinon nous ne pouvons plus rien donner. L'injustice de notre sort ne prendra donc jamais fin. Nos grands-pères et pères ont eu, les uns la grande guerre, et les autres la peste noire, on dirait. La terre n'était plus que roncier et buisson. Nous avons convenu alors, avec nos seigneurs, de donner le produit du 10e sillon. Et maintenant que la terre est belle de nouveau, les exigences du seigneur s'accroissent avec les épis. Envoyez voir vos gardes dans nos huches et nos greniers. Il n'y a rien attendant la boisson. Mais allez-vous longtemps, messire mon mari, supporter que l'on vous parle sur ce ton? Nous pouvons bien les envoyer, nos gardes, en effet. Nous connaissons bien les vilains. Ces misères et